Alors, nous voici arrivés à notre deuxième trajet de soins en santé mentale avec mes collègues, en fait, du service santé mentale à l'ULB, de l'équipe enfance, adolescence à la Plaine, mais aussi nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Rosenfeld de l'équipe de Brustar, équipe transition. Il y a donc Béthule Tédic qui est assistante en pédopsychiatrie, et Madame Chenevière, qui est psychologue et thérapeute familiale. Je vais m'adjoindre à eux, pardon. Oui, bien sûr. Ah oui. Voilà, bonjour à tous. Pour notre présentation, nous avons choisi la situation d'un jeune homme de 18 ans qui a connu beaucoup d'intervenants depuis tout petit, donc dans le passé, et qui est actuellement bloqué et isolé. Nous avons choisi cette situation car nous souhaitons illustrer un peu comment nous avons collaboré ensemble autour d'un jeune qui est majeur, en souffrance, mais qui souhaite qu'on le laisse tranquille. Je vais vous présenter maintenant son parcours de vie et sa trajectoire de soins, ainsi que ses difficultés. Je fais ça. Voilà. Donc, dans son parcours de vie, Louis, qui a 18 ans maintenant, lorsqu'il est rentré à la crèche, déjà la puéricultrice a dit aux parents qu'il est différent des autres et qu'il comprend les choses différemment. En première maternelle, il a déjà été étiqueté comme l'enfant méchant de la classe. Pour cela, il a été consulté chez une psychologue à raison de 2 à 3 séances qui n'ont pas abouti à grand-chose. En deuxième maternelle, il a changé d'école et là, il a rencontré une fille qu'il a lui qualifiée d'amie. En troisième maternelle, il n'y a eu rien de particulier. À l'entrée en primaire, il a changé d'école. Et là, les professeurs ont directement dit aux parents que cet enfant est ingérable en classe. En deuxième primaire, il y a eu une suspicion de dyslexie, mais le test logopédique est revenu normal. En troisième primaire, l'institutrice a suspecté un haut potentiel chez cet enfant, mais il n'y a pas eu de bilan à ce moment-là. Mais par contre, il a eu une rééducation en graphomotricité. En quatrième primaire, il y a eu quand même un bilan réalisé par une psychologue indépendante et le diagnostic de haut potentiel a été posé. Il a été suivi quelques fois par une psychologue car il était toujours l'enfant perturbateur de la classe. Il était ingérable. En cinquième primaire, il a consulté un pédopsychiatre à raison de 3 consultations car il se bagarrait beaucoup à l'école avec ses camarades. Mais donc le pédopsychiatre a dit qu'il n'y a pas de pathologie et qu'il n'y a pas besoin de suivi. En sixième primaire, il était toujours le perturbateur de la classe. Les parents recevaient beaucoup de remarques et d'appels des professeurs. Dans sa trajectoire, donc à 12 ans, en première secondaire, il rencontre un jeune qu'il considère comme son ami. Et durant ses premières années en secondaire, il a été voir 2 fois le centre PMS de l'école. En quatrième secondaire, l'école décide que Louis doit changer d'école, sinon il va doubler à cause de son comportement, mais aussi parce qu'il y a un début de décrochage au niveau des matières. En cinquième secondaire, l'ami qu'il avait rencontré en maternelle s'est suicidé. Et puis petit à petit, il a commencé à refuser d'aller à l'école et il a été vu par le centre PMS. Il a aussi été orienté pour voir s'il y avait une indication d'hospitalisation, donc un pédopsychiatre en hôpital général l'a vu, mais ce pédopsychiatre l'a orienté en suivi pédopsychiatrique individuel et c'est là qu'il y a eu un premier réel suivi pédopsychiatrique qui a débuté. En janvier 2018, Brustar a été interpellé par une proche de la famille et c'est à ce moment-là que donc Brustar a commencé à intervenir.
Durant cette période-là, il y a eu plusieurs incidents à vélo, mais il y a eu un accident de vélo qui était quand même plus grave que d'autres, et donc on se demandait un peu si c'était pas déjà si c'était pas un équivalent de tentative de suicide. Suite à ces accidents et suivi pédopsychiatrie individuelle, il y a eu aussi une tentative de suivi familial, mais il n'y a eu qu'une ou deux consultations, il n'y a pas eu de suite. Il arrive en 6e secondaire où il commence à décrocher au niveau des matières et petit à petit, au cours de l'année, en fait, il se déscolarise complètement. Mais à la fin de l'année, il réussit quand même sa scolarité, donc sa réto, moyennant des examens de passage. Et puis, au cours de l'été de cette année-là, il commence à s'éloigner de tous ses proches au niveau social, mais aussi familial. Et fin de l'été, il fait une grosse tentative de suicide médicamenteuse. Il a été réanimé. Aux urgences, il a refusé les soins. Donc une ligne Nixon a été lancée. Celle-ci a été positivée et il a été mis en observation pendant 2 semaines. Cette mise en observation a été vécue comme un traumatisme pour le jeune, mais aussi pour la famille. À la sortie de la mise en observation, l'hôpital a exigé qu'il y ait un suivi individuel et familial. C'était les 2 conditions. Et le jeune n'a pas souhaité retourner chez son pédopsychiatre d'avant. Et c'est comme ça qu'il est venu au service de santé mentale de l'ULB. Voilà. Et donc, effectivement, notre équipe mobile, on travaille avec des situations qui ressemblent peut-être parfois plus aux incasables dont on parlait juste avant. Et ici, on a une autre catégorie de patients qu'on voit aussi, qui sont peut-être de milieux sociaux plus aisés. Et finalement, la question, c'est l'accroche, c'est trouver le bon endroit. C'est des odyssées parfois thérapeutiques et diagnostiques importantes pour la famille. Et on remarque dans le parcours de Louis qu'il y a eu des tentatives de trouver le bon lieu, de comprendre ce qui lui arrive et de voir ce qui pouvait l'aider, qui se sont multipliées. Il y a une petite particularité dans cette situation, c'est que normalement, nous, on a un demandeur professionnel qui fait appel à notre service. Et ici, on a une situation un peu hybride où en fait, c'est la tante de Louis qui fait appel à l'équipe parce qu'elle est médecin. Et donc, à la fois, elle n'est pas vraiment son médecin et à la fois, elle fait appel à nous comme, tiens, manifestement, ça n'accroche pas là où le soin a lieu pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Donc, à l'époque, il y a un suivi psychiatrique individuel. Mais Louis, il va vraiment avec des pieds de plomb et finalement, la famille ne se sent pas impliquée. Ils ont l'impression qu'au niveau diagnostic, on ne leur dit pas vraiment ce qu'il en est, à tort ou à raison. Ils ont l'impression qu'il y a des traitements, notamment médicamenteux, qui sont mis en place, mais qu'on ne leur explique pas lesquels, pourquoi, à quoi ça sert et combien de temps ça va devoir durer. Et au niveau relationnel, finalement, la famille a une place assez ténue à la fin des entretiens individuels. Et ils ont 5 minutes où on débriefe rapidement de ce qui s'est dit, mais sans beaucoup plus. Et donc, le moment où nous, on intervient, l'idée pour la famille, c'est notamment, tiens, s'il y a une équipe mobile qui vient à domicile, du coup, Louis sera bien obligé de leur parler et enfin, ils vont pouvoir peut-être l'accrocher d'une manière plus forte. Et finalement, l'intérêt, selon nous, c'est que ça nous amène à aller chez un jeune qui ne nous ouvrirait pas la porte. Donc, les parents, au départ, surtout la mère, est présente pour nous ouvrir la porte et donc, finalement, on l'invite. Et lui, assez vite, nous fait part de son soulagement par rapport à ça, en disant peut-être je vais pas bien, ou ça il le dit qu'à moitié, mais en tout cas c'est pas moi le problème. Moi j'ai déjà vu des psychiatres, des psychologues, des PMS depuis que je suis tout petit, et en fait j'en ai marre. Et du coup la famille est petit à petit mise dans le travail, et ce qu'on remarque assez vite, et qui nous permettra par la suite de comprendre un peu ce qui se joue dans ce genre de situation, c'est que dès qu'il y a un entretien qui est un peu positif, qu'il y a quelque chose de chouette et de constructif qui se passe, le lendemain, ou peut-être dans les 2-3 jours qui suivent, on se retrouve avec soit un mail, soit un contact téléphonique, généralement de la maman de Louis, qui nous inquiète énormément, comme si elle venait nous rappeler qu'on ne doit pas se rassurer, que la situation en fait va beaucoup plus mal que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, là j'en tire un peu des conclusions, mais c'est tout un travail en équipe et aussi avec la famille, de se rendre compte qu'ils passent leur temps à activer ou désactiver les intervenants en fonction du niveau d'inquiétude qu'ils ont. À chaque fois qu'on s'inquiète beaucoup, ils nous freinent, voire ils se désinvestissent un peu. À chaque fois qu'on s'inquiète trop peu, ils nous activent en amenant des éléments très inquiétants à l'avant-plan.
Et ça nous permet, a posteriori aussi, de comprendre un peu comment est-ce que ces processus d'investissement et de désinvestissement des professionnels se sont mis en place au fur et à mesure des années. Et ce qui se joue, en gros, au bout de peut-être 1 an de prise en charge, c'est qu'il y a une escalade dans les interventions. Il y a, d'une certaine manière, un non-respect de la temporalité du jeune. Et au fur et à mesure qu'on continue à aller le voir et que lui nous dit qu'il n'a pas envie, on se retrouve dans une situation où on se sent de plus en plus intrusif, presque harcelant, à aller chez ce jeune qui nous dit « j'en ai marre ». Il y a l'épisode de la tentative de suicide qui est évidemment un épisode très, très important parce que ça permet à tout le système et aux parents en particulier de changer un peu de posture. Au départ, ils sont très en colère contre Louis et en même temps très inquiets. Et petit à petit, il y a une place différente qui est donnée à la tristesse. On se rend compte à ce moment-là, quand on va le voir dans l'unité fermée où il est, que les émotions sont complètement bloquées, que la famille est manifestement sous le choc, mais que presque rien n'est dit et qu'il y a une palissade affective quasi infranchissable. Et finalement, c'est en nommant l'émotion, en disant mais à quel point nous en tant qu'intervenants, on est triste de voir ce qui se passe, que petit à petit, on arrive à parler de la question de l'émotion au sein de la famille et pas uniquement chez Louis. Il y a 2 exemples que j'ai envie de vous donner concernant ces processus d'activation et désactivation qui nous ont permis de pouvoir encore mieux collaborer après avec le SSM ULB. Le premier, c'est qu'au moment où on se rencontre avec eux et qu'on commence à passer le flambeau, la famille se dit « ok, ça va peut-être bien prendre, le contact passe bien au niveau familial, mais c'est pas sûr que Louis va aller chez le docteur Tédic. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à le voir, continuer à essayer de l'aider ?» Et en même temps, à ce moment-là, Louis est hyper mal pris dans ses relations amicales. Il considère qu'il a un ou 2 amis, et ces gens ne lui donnent plus signe de vie. Et lui ne comprend pas pourquoi. En fait, en aparté, la mère nous fait part du fait qu'elle a reçu des mails de ses amis qui, en gros, si je dois résumer, lui disent « pour nous, c'est un boulet ». Alors, le terme est un peu fort, mais c'est quelqu'un qu'on a apprécié, qu'on a envie d'aider, mais on s'est mis à mal socialement en essayant de l'intégrer dans notre réseau. Et lui, en étant parfois imbuvable socialement, il nous met à mal. Et à un moment, on n'a plus envie. Ils ont essayé de communiquer ça, et à ce moment-là, de la même manière, la mère les désactive. Elle leur dit « il a déjà fait une tentative de suicide, il n'est pas question que vous alliez lui dire des choses pareilles, ça risque vraiment de le faire reproduire le geste, voire de le tuer ». Et donc ces jeunes sont coincés, avec à la fois l'envie de pouvoir en dire quelque chose, de pouvoir être sincère avec celui qui est ou qui a été leur ami malgré tout, et en même temps, ils sont un peu coincés, c'est des jeunes, ils ont 17-18 ans, ils n'ont pas envie de faire une erreur, et donc ils adressent ce mail à cette maman. Et au moment où on essaye de passer la main, eux nous disent non, il faut parler, vous devez continuer à aller le voir. Et donc on dit mais d'accord, mais Louis nous demande de pouvoir éclaircir avec lui ce qui s'est passé à ce moment-là, avec ses amis. Si nous on ne peut pas travailler là-dessus, on passe à côté du point central. Et au fur et à mesure qu'on arrive à la convaincre, ou à les convaincre, vu que le papa est là aussi, mais il est moins présent dans ce mécanisme, en réalité, elle nous dit non, surtout pas, c'est trop dangereux. Et on est de nouveau désactivé. Et donc, on se met à travailler à moitié, et finalement, sans aller au fond de la question, et on est vraiment coincé. Le même schéma se reproduit quand on a un moment, au bout d'un temps, on se dit, OK, il faut vraiment qu'on clôture ce suivi. Manifestement, il y a une bonne accroche au SSM, et comme on n'arrive quand même pas à travailler de manière pertinente avec le jeune, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas au moins la clarté de dire qu'on arrête de travailler avec eux. C'est pendant le confinement, et donc on a une rencontre par Zoom, Skype, je ne sais plus, avec le SSM, les parents, Louis qui évidemment ne voulait pas être présent, et notre équipe. Et à cette occasion, nous on arrive fermement décidés à dire qu'on va se retirer de la situation, vu que ça devient intrusif de continuer à travailler avec lui, et en plus inutile vu qu'on ne peut pas parler de ce qui nous semble être la clé de la question. Et à cette époque-là, en fait, je vais le dire comme ça, vous me corrigez si ce n'est pas juste, le SSM est extrêmement activé. Parce que
eux ont l'impression que les choses avancent, que ça roule, et donc les parents leur renvoient, mais ça ne va pas du tout, il est super mal, c'est super inquiétant. Et donc le SSM, super activé, arrive en disant, si Louis ne vient plus chez le docteur Tédic, bien peut-être qu'on sera amené à devoir demander qu'il y ait de nouveau une mise en observation. Et en fait, ça fait extrêmement peur à la famille. Et donc de nouveau, il joue sur ce truc, il désactive complètement le SSM en disant non, 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 surtout pas, c'est un trauma, ça a été super mal vécu par nous et par Louis. Et donc, plus tard, vous avez l'air moins inquiet, mais revenez un peu dans la situation. Mais quand on revient, il nous empêche de nouveau de faire notre travail. Et donc, finalement, aujourd'hui, on n'a toujours pas clôturé, donc c'est un processus lent et progressif. Mais évidemment, l'importance pour nous, c'est de pouvoir mettre des mots maintenant là-dessus pour essayer de les aider à avancer. Mais maintenant, je vais passer la parole à Cécile. Ah oui, pardon. Voilà, dans le travail thérapeutique individuel, j'ai vu quand même le jeune pendant 6 mois, quasi une fois toutes les 2 semaines. Le jeune pouvait dire qu'il se vit comme différent depuis tout petit. Il se dit différent et il a toujours été stigmatisé depuis la petite enfance. Il y a eu ce diagnostic de haut potentiel en primaire, mais il y a juste eu le diagnostic et rien d'autre à côté. Ça n'a pas été travaillé avec le jeune, ni on n'a même pas essayé de comprendre le jeune. En tout cas, c'est son vécu. Alors, on peut voir dès le début, dès l'entrée à la crèche, en fait, et puis en primaire et en secondaire, qu'il y a vraiment un réel handicap social. Le jeune s'est toujours disputé avec les autres, n'a pas créé de lien, n'a pas eu vraiment des amis. Et donc, après la 6e secondaire, Louis a vraiment décidé de s'isoler complètement et de se couper du monde. Et donc, on peut voir aussi qu'il y a une grande souffrance qui provient d'une accumulation de difficultés sociales, mais aussi familiales, depuis des années. Et le jeune a appris depuis tout petit à exister en s'opposant et en inquiétant les proches. Alors, il existe quand même des freins au suivi individuel. Le jeune est actuellement, il est dans l'immobilisme total. Il est bloqué, mais en fait, c'est depuis surtout le confinement, un peu avant aussi. Le jeune ne veut pas du tout s'autonomiser. Il veut rester dans son coin, chez les parents, dans sa chambre. Et il fuit aussi tout type de contact social. Il ne sort plus, il ne voit plus personne, à part ses jeux vidéo. Où il est en contact avec des amis, mais sinon, il ne voit vraiment personne de son âge et parfois même pas les membres de sa famille. Et donc aussi, il est dans la fuite du contact avec les thérapeutes. Par contre, il y a toujours un contact avec les membres de la famille. Voilà, donc moi je reçois la famille après la mise en observation. Donc je reçois une famille qui est épuisée, découragée, qui a été vraiment traumatisée par cette mise en observation. Et je vous avoue que c'est un travail qui a été vraiment compliqué à installer, particulièrement au niveau émotionnel. Et comme le disait Boris, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a changé et qui a permis qu'il y ait un travail. C'est justement ce changement de posture de la part de la famille, qui est moins dans la colère, mais plus dans des affects dépressifs, de tristesse, et qui fait qu'on peut commencer petit à petit à parler de ce que la famille a vécu. Alors, c'est des sessions qui sont assez difficiles parce que le jeune s'oppose complètement. Alors, soit il fait le mort, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les séances, soit il s'oppose violemment à ses parents, mais un peu sur le même ordre finalement qu'avec les intervenants. C'est avec ses 18 ans, avec le fait qu'il a terminé sa réto, c'est de dire « mais foutez-moi la paix, maintenant j'ai 18 ans, je vais faire ce que j'ai envie de faire », c'est-à-dire rien. On avance beaucoup, bon évidemment on travaille toutes les questions d'autonomisation au niveau intergénérationnel, et dans le cadre de la famille de ce jeune, il y a effectivement, au-delà du fait que c'est une période sensible depuis des générations. Il n'y a pas de vraie autonomisation, c'est des pseudo-autonomisations, des ruptures ou des abandons. Mais je dirais que l'importance du travail, c'est plutôt qu'on arrive petit à petit à un travail qui est plus finalement avec les parents. Et donc, au fur et à mesure des mois, on met au repos la fratrie.
Le jeune, il est là ou pas là, de toute façon, il dit rien, il est sur son GSM et il se désinvestit, comme on l'a dit, de plus en plus. Et finalement, moi, je crée un lien avec ses parents, avec qui j'essaie de travailler, mais d'une façon... je pense qu'on a été très, très flexible dans nos prises en charge. On a beaucoup bougé la façon dont on travaillait. Et ce qui a marché avec cette famille, c'est vraiment tout ce qu'on a fait en background autour du travail émotionnel, parce qu'ils nous ont fait vivre des choses très, très fortes. Et donc, on a essayé d'avoir une posture, en fait, très authentique avec ces personnes, et aussi au vu du nombre de suivis que cette famille a déjà rencontrés. En fait, ils sont un peu experts aussi, d'une certaine façon, de toute une série de prises en charge. Et donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de suivi familial, mais plutôt un suivi, un accompagnement des parents, mais pas dans un sens éducatif, mais plutôt de qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeune comme ça qui est à la maison, qui n'a pas envie de bouger pour le moment, et qui, mine de rien, il y a quand même des choses qui ont évolué, des micro-changements. Il y a le fait que ce jeune, il est plus dans la colère comme ça, il n'est plus avec des idées suicidaires. Il y a quand même des envies, des projets, même si, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'il est immobile. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit finalement de la transition et pourquoi est-ce qu'on a choisi cette situation ? Parce que finalement, à contrario des situations où les jeunes sont lâchés à 18 ans, ici en fait c'est le jeune qui permet qu'on le lâche à 18 ans. Parce que c'est un jeune qui est pointé comme étant celui qui va mal ou celui qui pose problème, en fonction de la manière dont on le voit. Et en tout cas, pendant des années, c'est lui qu'on envoie se faire soigner. Pour l'aider ou pour le faire changer, mais de toute façon, il y a toujours cette question. Et ça fait un certain temps en réalité qu'il dit à sa famille, qui dit aux intervenants « laissez-moi tranquille ». Et finalement, le fait qu'il ait 18 ans et le fait qu'on ait pu créer cette collaboration entre nous et avec les parents permet qu'on respecte sa temporalité et son tempérament. Parce que, effectivement, c'est un jeune qui reste en souffrance. Et en même temps, il a cette particularité d'être un peu associable et je ne pense pas que d'un côté, il puisse vraiment faire autre chose aujourd'hui. Et donc on passe d'un focus sur un jeune qui va mal à un focus sur une famille en souffrance et qui est démunie par rapport à la difficulté du jeune, à acquérir une indépendance, à acquérir une autonomie. Et effectivement, comme tu le disais Cécile, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. C'est vraiment pas le seul à avoir peu d'amis dans la famille, c'est pas le seul à avoir des difficultés à s'autonomiser. Et donc finalement, il s'inscrit aussi dans une lignée là-dedans. Et le fait de pouvoir passer d'un suivi individuel à un suivi familial dans lequel il peut prendre une place de plus en plus périphérique à finalement un suivi qui est plus un accompagnement des parents par rapport à tout ça, ça lui permet aussi d'avoir un meilleur respect de qui il est, et ça permet aux parents de pouvoir avancer là-dessus et peut-être au final que ça l'aide lui aussi. Ce qui est évidemment intéressant aussi, c'est toute la part de collaboration au sein des équipes pluridisciplinaires, du SSM et de notre équipe mobile, mais aussi entre nous. C'est ça qui nous a permis de comprendre le fonctionnement familial. Pour prendre un exemple, c'est grâce à une collègue dans notre équipe qui a été en supervision et qui nous a dit « mais en fait, on maltraite ce gamin à continuer à aller chez lui, ça ne va pas ». Et moi, j'étais le premier à dire, mais enfin, oui, mais attendez, il va pas bien, on peut quand même pas arrêter, on s'est engagé auprès du SSM, à continuer, ça ne va pas, etc. Et c'est grâce à ces intervisions, ces raisonnements en isomorphisme, qu'on a pu se rendre compte que ces processus d'activation, désactivation, étaient vraiment quelque chose qui guidait le parcours de ce jeune depuis le début, en fait. Et donc, c'est l'emboîtement de nos interventions au niveau émotionnel, au niveau des impressions qu'on a pu avoir, qu'on a pu partager entre nous en équipe, mais aussi entre équipes, et qui nous a permis de pouvoir avoir une vision plus juste de ce qui se passait pour eux, et de leur retransmettre avec des mots assez authentiques, je pense, et vrais, des choses, et en fait de pouvoir leur montrer d'une certaine manière, même si ça peut paraître un peu excessif, comment leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à exprimer, on les ressent aussi, et on peut leur retransmettre et les aider à pouvoir mettre des mots dessus, à pouvoir les partager. Et donc finalement, c'est au travers de ce travail très authentique et très émotionnel qu'on a pu permettre aussi une forme d'assouplissement dans les transactions familiales, je pense.
bon, le mot de la fin, le titre poétique. En fait, l'image du vent, on l'a utilisée parce qu'on a quand même envie de dire que ce jeune, il a déployé une énergie considérable pour rentrer dans ce cadre scolaire jusqu'à ses 18 ans, alors qu'il n'avait pas de relation d'amitié ou très peu. Et que cette force, en fait, qu'il a, elle nous a quand même fascinés. Il a alors non seulement de réussir à rentrer le cadre malgré tout jusqu'à ses 18 ans, mais ensuite, à partir de ses 18 ans, de dire, et de sa thèse, de dire maintenant ça suffit. J'arrête, je ne peux plus, je n'en veux plus. Et donc cette force, elle est vraiment vivante. C'est pour ça que l'image de faire le mort, elle n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a quelque chose de très très vivant chez Louis, et qui, mine de rien, nous a obligés à bouger complètement dans nos postures et surtout à lâcher prise. Et donc je crois que voilà, c'était l'explication du vent l'emportera, parce qu'on pense bien, là maintenant on a quand même toute une série de signes, de petites choses qui font qu'on voit que ce jeune avance et qu'on peut espérer avec confiance que le processus est mis en route. Merci. Merci beaucoup à mes collègues. Vous l'avez compris, hein, à travers cette situation et cette trajectoire de soins, nous l'avons voulu exemplative en fait, d'un certain type de jeunes qui, à l'âge de 18 ans, qui en réto, arrivent à un point de souffrance tel qui s'attaquent à eux-mêmes. Alors vous voyez ici, on a un jeune qui a été mis en observation et 1 an plus tard, en fait, c'est les parents qui sont suivis. Ça nous ramène à ce que le professeur Trémery avait dit ce matin, si vous vous rappelez dans sa conclusion, où effectivement, à certains moments, il est nécessaire de prendre en charge la famille, et à travers la famille, on peut aider ce jeune à passer ce cap très très délicat de la transition. Merci en tout cas.